Stop cette folie sur la suprématie de l'homme. Le clivage nous a fait ennemis. Je jette ma bague sans remords. Fini les insomnies au bord des larmes de désespoir. Lorsque la méfiance barre la route à l'harmonie, laissez me laisser choisir. Nous avons avec nous Michel Voignet Bonjour. et, si je comprends bien, Christophe Raboteau. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, merci d'être là. On va accueillir aussi Stéphane Gueff tout à l'heure, dès qu'il pourra nous rejoindre. Alors, c'est une plénière dédiée à la création et reprise d'entreprise, conjuguée à l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que ça peut donner ? L'idée était de voir comment la création et la reprise d'entreprise étaient un outil au service de la réussite pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Comment l'entrepreneuriat au féminin, les femmes dirigeantes, quel chemin avait été parcouru. La question de l'entrepreneuriat également et la parentalité, comment ça peut se gérer. Alors, je propose peut-être de donner la parole à Michel Voignet pour commencer. Alors, le nom est manquant sur le programme, mais nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir sur cette plénière, Michel. Merci. Vous nous entendez? Ouais, on Oui, je vous vous entends. entend. Désolé pour tout à l'heure, mais problème de connexion pour l'atelier précédent. Donc, On fait au mieux aujourd'hui avec... c'est une première fois, comme toute première fois. ouais. Faut tester. Pour nous et puis pour les participants intervenants, bien sûr. Merci d'être là. Donc en fait, ici chez Mazars, bon, je suis expert comptable et j'interviens pas mal avec une collègue sur tout ce qui est dossier prévisionnel, à la fois sur des projets de création d'entreprise et sur des projets de reprise d'entreprises existantes. Alors en fait, on a des porteurs de projets assez divers et variés, hein, un peu dans tous les domaines, qui n'aboutissent pas forcément. Certains aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. On a aussi bien des femmes que des hommes, donc on reçoit tout le monde. Et ce que l'on fait, c'est qu'on étudie le projet avec les porteurs ou les porteuses de projets, et notamment sur le plan financier et sur le plan rentabilité de la structure qu'ils veulent développer. Et de façon à les soutenir ou à les aider lorsqu'ils seront demandeurs de prêts auprès des banques, notamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement approuver leur projet, hein. Eux seuls restent maîtres de leur projet. On va les aider à monter un dossier prévisionnel, un business plan. Pour cela, on a un questionnaire assez détaillé qu'on leur soumet. Alors, ce n'est pas majoritairement des éléments chiffrés à mettre dans ce dossier. C'est surtout la description de leur projet, leur parcours précédent, leur motivation. Évidemment aussi des éléments chiffrés. On va leur demander au maximum d'obtenir certains devis, le montant des investissements notamment, comment ils comptent développer leur chiffre d'affaires, comment ils vont fixer leur prix, quelles sont leurs différentes charges de structure, etc. Et donc, on va déterminer d'une part quel est leur besoin. Donc ça, on le fait sur 3 années, hein, parce qu'au-delà, c'est un peu trop irréaliste. Et puis également, dans un deuxième temps ou parallèlement, déterminer quel peut être le meilleur statut possible dans leur cas. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Ce qui peut être valable pour une personne n'est pas forcément pour une autre qui va faire la même chose, la même clientèle, le même chiffre d'affaires, parce que un porteur ou une porteuse sera, par exemple, célibataire, sans enfant, aura d'autres revenus. L'autre aura une famille, aura des revenus différents par ailleurs, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On aime bien avoir leur avis d'imposition fiscale, leur situation fiscale, en fait, ce que j'appelle le foyer fiscal, de façon à voir au cas par cas quelle serait, alors je dis ça au conditionnel parce qu'en fait, lorsqu'on fait une étude, on se place au jour où on fait l'étude,
mais on n'est pas à l'abri d'un changement de loi de finances pour l'année d'après, des modifications réglementaires, etc. Voilà. Et donc, on va déterminer avec eux l'objectif à atteindre en fonction de tous les éléments qu'ils nous ont apportés. Ça ne veut pas dire forcément que la première année, par exemple, prévisionnelle, elle ne sera pas forcément bénéficiaire. On peut toujours mettre ce que l'on veut dans un dossier prévisionnel, mais il faut être le plus réaliste possible. On essaye d'être le plus prudent possible également, quitte à, si c'est le cas, à dire ça nous semble peu réaliste ou ça nous semble trop optimiste. Vous avez minimisé vos charges. Est-ce qu'on leur pose beaucoup de questions? C'est un échange en fait, hein. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, j'allais dire entre guillemets, les mains dans les poches. Et puis, vous avez à l'inverse d'autres gens qui ont déjà préparé en amont leur dossier. Là, j'ai reçu une dame, là, il n'y a pas longtemps, qui avait travaillé avec nous, qui veut monter quelque chose. Elle avait bien préparé son dossier. Elle n'est pas arrivée les mains dans les poches. Alors qu'il y en a, c'est le cas. Et il faudrait quasiment leur sortir un dossier prévisionnel que l'on a, nous, inventé de toutes parts, si vous voulez. Voilà. Donc, on n'est pas là pour leur dire ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais plutôt pour leur dire en fonction de ce que vous nous présentez, en fonction des besoins financiers, est-ce que vous pensez les avoir, pas les avoir, ça me paraît trop juste, etc. On va les aiguiller, on va leur donner tous les éléments financiers et après, à eux de se décider. Et c'est aussi fonction, s'il y a besoin d'emprunter, est-ce que la banque va aller dans leur sens ou pas? Voilà. Alors, à cet endroit-là, est-ce que vous observez une disparité entre les femmes et les hommes par rapport à l'accès à la création d'entreprise, mais également à l'accès au financement pour créer son entreprise? Alors, d'après ce qu'on voit, il n'y a pas de distinction homme ou femme. C'est plutôt par rapport au projet en lui-même, que ça vienne d'un homme ou d'une femme, peu importe. Et c'est aussi par rapport aux apports personnels financiers que chaque porteur ou porteuse peut avoir. Et ça va dépendre aussi d'une banque à l'autre, voire même d'une agence bancaire à une autre. Donc, c'est très, très différent. On voit de tout. L'accès à l'emploi, ce n'est pas très politiquement correct ce que je vais vous dire, mais il y a quand même beaucoup d'employeurs qui continuent à discriminer les femmes quand elles ont un certain âge, parce que c'est potentiellement un âge où elles vont faire des enfants. Et du coup, je me demandais, par rapport à l'accès au financement dans les banques, est-ce que vous avez pu observer qu'il puisse y avoir quelques freins parfois ou pas du tout? Les freins que j'ai pu observer, c'est plutôt par rapport à l'âge. En fait, des jeunes… Pour les seniors davantage? Un peu moins pour les seniors, mais pour des jeunes, surtout des projets qui ont une certaine envergure. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps de jeunes, un couple, hein, en fait, ils n'avaient même pas 25 ans. Ils avaient bien préparé leur projet. Lui avait pas mal d'argent de côté, un apport assez conséquent, hein. Et réponse des 3 ou 4 banques consultées, ils ne croyaient pas au projet parce qu'ils les jugeaient trop jeunes. Voilà. Trop jeune par rapport à l'ampleur financière du projet, même s'il était bien préparé et ils avaient la tête sur les épaules. Donc, c'est plutôt par rapport à l'âge, par rapport à la carrière passée, mais pas par rapport à une distinction homme ou femme. Là, j'ai la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une femme, elle a un bon accueil de la part des banques. Alors, elle est sur… ça dépend aussi du projet. Elle est sur quelque chose un peu nouveau, qui apporte quelque chose qui n'existe pas. Donc, voilà, il y a ça aussi. Il y a un fort potentiel. Ouais. Enfin, ce n'est pas un projet très, très important, mais il y a un petit potentiel quand même. Voilà. Et puis, elle ne cherche pas à avoir une rémunération, un revenu très important. Donc, ça joue aussi. Est-ce qu'on est… parce que parfois, on peut observer effectivement que certaines femmes créent des activités, mais des activités dont elles n'attendent pas forcément une rémunération importante, c'est-à-dire plutôt une rémunération de confort, parce que par ailleurs, il y a le foyer qui permet, le revenu du foyer qui permet de vivre. Est-ce que vous pouvez observer ça régulièrement?
Oui, on a de temps en temps des projets pour des femmes qui ont soit perdu leur emploi ou qui ne travaillent plus parce qu'elles ont élevé les enfants et puis qui finalement se disent ou je m'ennuie un peu ou je voudrais bien refaire quelque chose et donc qui veulent recréer une entreprise qui n'a pas forcément une vocation à les faire vivre. Hein. Elles ont un revenu du couple qui leur suffit à la limite. Hein. Mais c'est plus pour avoir une occupation et entrer dans un créneau un peu C'est original. une faible proportion des femmes que vous accompagnez ou c'est quand même assez courant? Assez courant, non. Il y en a, je dirais, allez, 15-20%. Ok. Ouais. Et je me demandais par rapport à la parentalité, comment dire, est-ce que vous pouvez observer, j'oriente peut-être un peu les questions, mais du coup, en fonction de vos réponses, on va voir si ce sont des représentations de ma part ou pas. Est-ce que les femmes que vous accompagnez, vous pouvez sentir que les projets de création sont construits en accord avec la parentalité, c'est-à-dire est-ce qu'elles intègrent dans leur création d'entreprise le temps dont elles ont besoin pour continuer à s'occuper des enfants? Oui, ça, on l'observe parce qu'en fait, elles sont à la base de elles vont être leur propre, elles vont être à leur compte, quoi, disons. Et donc, elles vont adapter leur temps de travail avec leurs occupations familiales. Par exemple, elles vont dire non, je ne vais pas ouvrir tel jour, ou voilà, si c'est un magasin, si c'est quelque chose, voilà. Je vais adapter mes horaires à ça. Vous l'observez également chez certains projets portés par des hommes ou très très peu? Non, par des hommes, non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par des femmes, oui. Alors, dans leurs projets, elles adaptent ça en fonction de leur vie de famille, ce qu'elles ne feraient peut-être pas si elles étaient salariées. Parce qu'elles n'auraient peut-être pas la liberté aussi importante de le faire. Quitte en étant leur propre chef d'entreprise à faire une croix sur un certain revenu. Enfin, voilà, c'est pas souvent un but de revenu absolu. Enfin, c'est plus souvent une question d'occupation. Okay. Après, c'est au cas par cas. Hein. Il y a des femmes qui sont toutes seules, qui n'ont pas d'autres revenus, qui n'ont pas de foyer et que, pour elles, oui, là, c'est important. Okay. Et on observe aussi des fois le phénomène de dire, oui, on est sans travail, ou on va être en fin de droit d'ici quelques mois à Pôle emploi et finalement, je vais monter ma propre structure, puis on verra un peu si ça marche ou ça ne marche pas. Et comme il y a ce mécanisme aussi alors ça c'est pour les gens, aussi bien hommes que femmes, qui sont inscrites à Pôle emploi ou inscrits à Pôle emploi, qui sont demandeurs d'emploi et qui ont souvent 1 an, voire 2 ans de droit à Pôle emploi. Et donc, je dirais dans 90% des cas, hormis des gens qui n'ont aucun apport personnel, ces porteurs de projets veulent continuer à bénéficier de leur droit à Pôle emploi jusqu'à la fin, de façon à ne pas prendre de rémunération sur la structure qu'ils sont en train de monter et faire des économies pendant 2 ans. Clairement, ils ont raison. Ouais. Il n'y a que ceux ou celles qui n'ont aucun apport personnel qui demandent le capital au départ. Oui. Et la grosse majorité vit sur Pôle emploi et puis comme ça permet de voir où elles vont, où ils vont. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup, Monsieur Voignier. Peut-être on revient vers vous. Je suis là. La possibilité de vous reposer une question avant la fin de la table ronde. On va accueillir Malika Darieux. Malika, tu es là? Oui. Chargée d'accompagnement au pôle d'économie sociale et solidaire. Tu travailles avec des porteurs de projets, plutôt dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Je te propose que tu nous parles un petit peu de ton expérience, de ce que tu observes sur cette économie particulière qu'est l'économie sociale et solidaire, en termes de disparité peut-être entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu observes qu'il y a autant de femmes qui partent sur la création d'activités ou pas? Bonjour à tous. Oui. Bonjour.
Donc, je suis Malika Durieux, donc je suis salariée d'une association Loi 1901, le pôle d'économie solidaire de Côte d'Or, qui est situé à Dijon, et on accompagne les porteurs de projets qui souhaitent créer dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc tel que ça a été défini par la loi du 31 juillet 2014, c'est-à-dire des statuts un petit peu particuliers tels que associations, coopératives, sociétés coopératives d'intérêt collectif, des fondations, mais pas que, étant donné que cette loi a élargi à tous les statuts que je mettrai entre guillemets statuts privés, mais qui obtiennent un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, l'agrément d'entreprise d'utilité sociale. Donc, qui répond à certains critères pour pouvoir obtenir cet agrément. Juste pour dire pour l'accompagnement, donc nous, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit sur les porteurs de projets, qu'ils soient d'ailleurs hommes et femmes et leur situation. Ce qu'on a constaté en termes d'évolution au niveau des porteurs de projets, c'est que leur profil a changé. Le profil en général, nous on accompagnait souvent des porteurs de projets qui n'arrivaient pas à trouver un emploi et qui se disent faute de trouver un emploi, on va créer notre emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est un choix de vie. On accompagne pas seulement des personnes qui sont à la demandeur d'emploi ou à la recherche d'emploi, mais on accompagne aussi des personnes en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui ont décidé de franchir le pas et de changer de vie et de changer de vie professionnelle. Des fois, de donner du sens à leur activité professionnelle. Quant aux demandeurs d'emploi, c'est un petit peu ce qui a été dit. C'est souvent des personnes qui, en effet, bénéficient d'indemnité chômage et qui souhaitent profiter de cette période-là où elles ne sont pas stressées par le fait d'obtenir un revenu pour étudier la faisabilité d'une idée qu'elles ont. Donc, nous, on se situe plutôt en amont quasiment du lancement du projet. Des fois, en effet, on a des personnes qui arrivent, elles n'ont que l'idée. Et notre objectif, c'est de créer autour de ces personnes, de lui ouvrir les champs des possibles, de structurer le projet. Évidemment, on ne fait rien à sa place, mais de la mettre en condition de monter finalement ce projet. Donc, on l'aide à structurer en apportant une méthodologie et d'être à ses côtés au fur et à mesure qu'elle va avancer. C'est sûr que c'est plus facile quand la personne arrive, que l'idée est déjà formalisée, qu'elle est entourée d'un collectif, qu'elle est ancrée territorialement, qu'elle a obtenu des partenaires, mais c'est pas, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. C'est qu'on essaie justement de lui ouvrir, et c'est l'avantage des structures qui accompagnent, c'est qu'elles ont un réseau, qu'elles sont connues par les partenaires, et que donc ça ouvre les possibilités à ces personnes de se faire connaître, de faire connaître leur idée. Et évidemment, on l'aide à étudier la faisabilité, à savoir est-ce que son projet répond à un besoin non satisfait ou partiellement satisfait sur le territoire pour répondre vraiment à un besoin. Voilà grosso modo comment se situe notre accompagnement. Après, en termes, je dirais, de différence hommes-femmes, j'ai un petit peu regardé les statistiques avant de vous rejoindre. Sur cette année, par exemple 2020, nous accompagnons en termes de porteurs de projets, en sachant que nous, on a des collectifs. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est le nombre de personnes qui sont accompagnées et non pas de projets, parce que des fois, les projets regroupent 2, 3, 4 personnes. Donc, on accompagne 71 porteurs, 71 personnes, parmi lesquels il y a 48 femmes et 23 hommes. Donc, il y a quand même une majorité de femmes parmi les porteurs de projets. Idem, pour l'année 2019, on a accompagné 80 porteurs de projets, parmi lesquels il y a 46 femmes.
Et ce qu'on constate aussi, comme je vous disais, c'est un choix de vie, c'est qu'en termes aussi d'évolution, au niveau de, je dirais, des diplômes de personnes, on a vu une évolution très nette. Avant, on avait des porteurs de projets qui étaient très peu diplômés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par exemple, sur 2020, parmi les 48 femmes dont je vous parlais, plus de 45 ont un niveau bac et plus. Parmi ces 45 personnes, il y en a 20 qui ont un master 1, master 2. Donc, il y a vraiment une évolution. Et pareil pour les hommes, on a sur les 23 hommes de cette année, on en a 10 qui ont un master 2 et donc qui ont finalement, avant de venir nous solliciter pour l'accompagnement, on fait une formation qui leur permet justement d'avoir les compétences nécessaires à leur projet. Pourquoi les femmes arrivent davantage, en tout cas ce qu'on a constaté à la création aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi des dispositifs d'aide particuliers qui sont spécifiques aux femmes. Spécifiques aux femmes dans le champ de l'économie sociale et solidaire ou plus largement? Plus largement, il y a des aides en termes de financement. Donc nous, comme je vous disais, c'est justement ouvrir ces possibilités-là et mettre les porteurs de projets en relation avec les structures qui portent les dispositifs d'aide, tels que France Active, tels que Initiative France, évidemment, et toutes les collectivités qui aujourd'hui souhaitent aider à la création de l'emploi, étant donné, voilà, on accompagne des projets à vocation économique, et qui dit vocation économique, c'est création d'emplois en particulier. Et donc, les collectivités, le conseil régional, enfin, voilà, donc on essaie de mobiliser. Et notre objectif, contrairement à ce que M. Voignier disait, c'est que nous, on essaie de mettre le porteur de projet en situation de ne pas s'endetter. Parce que rien ne nous dit que sa structure va être pérenne. Et donc, c'est essayer de minimiser son apport et de laisser, même s'il a un apport, de le laisser comme un petit matelas pour faire face à des difficultés s'il y en avait dans le futur. Donc, essayer de mobiliser un maximum de financement en dehors du patrimoine du porteur de projet. C'est ce Ce que que tu dis, Malika, c'est que, pardon, je vous ai coupé, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer son entreprise sans forcément avoir un apport personnel, et même si on pourrait en avoir un, ne pas l'utiliser. C'est ça que tu… Oui, de l'utiliser au minimum. C'est ce que nous, on conseille également. Hein. J'ai peut-être mal expliqué tout à l'heure mon propos, mais en fait, c'est par rapport à des demandes d'emprunt où les conditions bancaires, enfin des agences bancaires font que les banques demandent un apport plus ou moins conséquent selon le projet et selon la personne qu'elles ont en face. Mais effectivement, on essaye de conseiller quand il y a des investissements à les faire financer par un emprunt, même si le porteur ou la porteuse de projet a un apport personnel, de ne pas mettre tout son apport dans l'entreprise et de se le garder au cas où, bien sûr. Tout à fait. Après, il y a aussi des structures qui peuvent se porter garantes dans l'emprunt bancaire, et ça aussi, on essaye un maximum d'amener. Après, il faut en effet que le projet accueille auprès des financeurs, enfin, qu'on démontre la viabilité, mais pas que, parce que ça peut répondre à un besoin, ça dépend aussi du profil du porteur de projet, de son engagement, de son implication et de comment il s'est entouré aussi. Question qui me vient en vous écoutant tous les deux, est-ce que l'un et l'autre, vous avez l'habitude de travailler avec des acteurs, par exemple, Malika, est-ce que vous travaillez avec des cabinets d'experts comptables pour justement, dans le souci d'accompagnement des créateurs, et est-ce que, Monsieur Voignier, vous pouvez être amené à travailler avec des structures type pôle d'économie solidaire à Dijon? Je crois qu'il y en a des pôles d'économie solidaire, Malika, il y en a un peu partout en France aujourd'hui. Disons des structures d'accompagnement, il y en a un petit peu partout en France. Les pôles d'économie solidaire, il y en a de moins en moins, mais par contre sur notre région, il y en a un dans le 71. Donc oui, mais des structures d'accompagnement qui font le même métier que nous, il y en a quasiment un par département. Et donc, est-ce que vous avez l'habitude de travailler
Alors, nous, on travaille quasiment tout le temps avec des experts comptables. Ok. Parce que d'une part, nous, on fait appel à ceux qui ont signé la charte qui permet de donner un coup de main à un porteur de projet, je crois, 6 fois à la fin. Une fois qu'on a construit le budget prévisionnel, le plan de financement, ils peuvent jeter un coup d'œil, peut-être apporter un conseil que nous, on n'aurait pas parce qu'on est plutôt généraliste et donc on fait appel à des experts plus pointus sur certains domaines. Et ensuite, ces experts comptables deviennent des experts des porteurs de projets. C'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer les projets qui sont en train de se mettre en place sur le territoire, de faire connaissance et éventuellement de devenir client de l'expert. Nous, on intervient quasi systématiquement avec des structures qui nous envoient souvent des dossiers de porteurs. Et il faut savoir aussi que quand il y a une demande d'emprunt, le dossier prévisionnel qui est donné à la banque, parce qu'elle le réclame systématiquement, doit émaner et être signé par un expert comptable. Même si la structure accompagnante aurait déjà fait un dossier prévisionnel, les banques préfèrent un dossier qui vient d'un expert comptable. Et nous, on travaille également, on a un partenariat avec Pôle emploi. Alors, c'est dans le Louge, mais je pense que ça existe ailleurs aussi, apparemment. Ils appellent ça les mercredis de la création, où on intervient à peu près une fois tous les 2 mois sur des thèmes, sur les micro-entrepreneurs, sur les dossiers prévisionnels, sur le choix du statut notamment. Alors, en réunion d'information générale qui dure à peu près 1h30, et après, on reçoit les gens qui ont un projet en rendez-vous individuel et quitte à ce qu'on les reçoive après au cabinet lorsque c'est déjà plus engagé. Voilà. Ok. Et nous, pour permettre ces partenariats, on fait aussi 1 fois par an. Bon, cette année, malheureusement, ça ne va pas être possible, mais on fait une journée de rencontre entre les partenaires et les porteurs de projets. Et parmi eux, il y a toujours au moins un expert comptable, un avocat, un notaire, une banque. Donc, c'est le moment où justement on va créer ces rencontres sur l'écosystème d'aide aux structures. Ok. Merci à tous les deux. On va poursuivre la table ronde avec Christophe Raboteau. Vous êtes gérant de Weekend, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, bonjour. Vous avez accompagné des jeunes, vous, sur la création. Donc, on va vous écouter. Des jeunes, il doit y avoir des jeunes femmes, des jeunes hommes. Comment vous les accompagnez? Moi, j'accompagne en fait des dirigeants propriétaires de leur entreprise à leurs différents stades, création ou des entreprises existantes ou des reprises d'entreprises. Donc, effectivement, des hommes et des femmes. Les approches ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui est intéressant, et nous, on fait toujours attention quand même à la finalité du projet, que ce soit un projet ou même un dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'il a envie de faire de son entreprise. Voilà. Et effectivement, chacun des finalités, on peut avoir la même société ou presque un projet en commun, mais les finalités ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Et je crois que ça, c'est important. On voit dans les porteurs de projets de plus en plus, enfin moi je trouve, mais ça, c'est pas statistique, ça dépend de mes rencontres. On voit des gens qui créent à plusieurs, notamment chez les jeunes. Et alors, c'est intéressant, je pense que c'est une tendance. Après, ça peut être plus compliqué parce que les finalités de chacun ne sont pas les mêmes. Je pense, si on repart un petit peu quand même, moi, ce que j'essaye de communiquer et ce qu'on travaille avec les créateurs, c'est de définir une stratégie à 3 ou 5 ans.
hein, même si aujourd'hui c'est difficile. Mais je pense que la notion de finalité propre permet justement de définir des objectifs et puis des moyens de les mettre en œuvre, parce que c'est ça compliqué. Voilà. Alors, on fait attention à 3 choses, surtout, c'est d'abord ce que nous, sur la création, on a un peu une offre qui s'appelle du chiffre d'affaires et du cash. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi, ça résonne beaucoup, mais On voilà. s'entend bien, mais on entend une espèce de voix derrière qui résonne. Ah oui, c'est ça, moi aussi. Est-ce qu'en parallèle, vous n'avez pas la vidéo qui tourne sur Watch? Oui, Ah oui, pardon. ça doit être ça qui fait l'écho. Et là, ça va mieux? Oui. Oui, c'était ça, pardon. J'avais pas éteint le reste. OK. Donc oui, je disais 3 points sur lesquels on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle d'abord du CA et du cash, parce que quand on a un projet, qu'on lance son entreprise, il ne faut quand même pas oublier de créer des réserves le plus vite possible. Hein. C'est-à-dire, oui, faire du chiffre d'affaires, mais être sûr qu'on soit payé vite, que ça soit rentable, de tenir dans le temps, d'avoir des étapes tous les 18 mois. Je pense que c'est important, ces notions-là, qui ne sont pas toujours identifiées dès le début. C'est d'avoir de la trésor au début, mais dans le temps, de pouvoir parler avec son expert comptable et ses banques, mais pas que au début, mais à différentes étapes, d'avoir des subventions et puis des actionnaires s'il y a besoin. Le deuxième point, je crois, c'est, à mon avis, dans la notion de diversité, ça c'est intéressant, c'est qu'il faut quand même créer de la différence. Voilà. On voit trop de belles idées, mais une idée, ça ne suffit pas. Il faut surtout avoir des offres. Voilà. Et il y a beaucoup d'entreprises ou de projets, il n'y a pas d'offres. C'est-à-dire, on a une idée, on veut faire des choses, mais ça n'en fait pas une offre qui va être prise sur le marché. Une offre, c'est en quoi mon projet, mon idée, ma prestation, mon envie va faire que l'offre de mon client final va s'améliorer. Créer de la valeur ajoutée perçue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement dans la diversité, s'il y a plus de diversité, il y a des offres qui sont plus sympas, plus originales. On le voit d'ailleurs, moi je le vois souvent même dans des PME où il y a des jeunes qui arrivent, où il n'y en a pas beaucoup avant. Ça permet de faire changer l'entreprise. Et ça, c'est quand même très important. J'avais une cliente, moi, avec qui j'ai travaillé 2 ans, j'ai revu il y a quelques mois. Et en fait, elle m'a parlé des gens avec qui maintenant elle travaillait. Et en fait, effectivement, elle s'est entourée de gens très différents des gens qu'on avait avant, hein, qui étaient là depuis trop longtemps. Et effectivement, j'ai envie de dire un coup de diversité. Alors à tous les niveaux, ça fait quand même évoluer les entreprises. Le but quand même, je pense que quand on crée son entreprise, moi je le vois avec des gens, on a soit envie de résoudre un problème, soit de travailler différemment, ou soit d'embaucher des gens mais qui n'ont pas le même profil de ce qu'on a vécu avant. Enfin, il y a souvent des vraies raisons et il ne faut pas les oublier après, parce que souvent, c'est ça qui fait que le projet est sympa. Voilà. Puis le troisième point sur lequel on attire l'attention, c'est quand même d'être visible. Alors, je pense que M. Gueff en parlera mieux que moi, mais il faut être capable de communiquer. Et ce n'est pas si simple et d'avoir quelque chose à dire. Et puis, on revient là, je pense, aux finalités, c'est-à-dire bien faire en sorte que les gens comprennent pourquoi vous avez créé une entreprise. Voilà. Est-ce que ça peut apporter à chacun? En plus, aujourd'hui, je veux dire, tout est ouvert. C'est tellement le bazar, ça va pas être… Enfin, je veux dire, ça ne va pas s'améliorer tout de suite.
Donc, il y a quand même des possibilités qui n'ont jamais été plus ouvertes qu'aujourd'hui. Alors, Monsieur Gueff, peut-être, je suis désolée, je dois faire attention au temps, Monsieur Raboteau. Je vais vous donner la parole, Monsieur Gueff, justement pour que vous puissiez témoigner, vous, en tant que chef d'entreprise. On vous écoute. Rebonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de problématiques qui se croisent et puis c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en ce qui concerne la diversité, je rebondis à ce qui a pu être dit auparavant. Nous, notre métier, c'est donc d'accompagner des entreprises et des entrepreneurs sur leurs problématiques de communication. Donc, on a souvent affaire à des gens qui créent leur entreprise. Et c'est vrai qu'au niveau, il y a des questions qui ont été posées sur le rapport entre hommes-femmes dans l'évolution de l'entrepreneuriat et tout ça. On se rend compte que au fil des années, on accompagne quand même de plus en plus souvent des créatrices. C'était assez rare. Moi, ça fait 27 ans que j'évolue dans cette profession. C'était autrefois assez rare. On accompagnait essentiellement des créateurs. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de parts de créatrices qu'on accompagne. Et là encore, c'est très lié à des métiers. On se rend compte qu'il y a quand même des sphères professionnelles. On parle souvent du problème de la mixité des métiers. Et c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont très masculins. C'est vrai que dans l'industrie, on rencontre, ou dans le BTP, ou dans l'artisanat, on rencontre beaucoup d'hommes. Mais d'un autre côté, on rencontre, par exemple, chez les start-upers ou start-upeuses, on rencontre de plus en plus de femmes. On a souvent affaire à des start-upeuses plus qu'à des start-upers. Donc, il y a ce problème de mixité des métiers qui fait que dans certains métiers, on a essentiellement des interlocutrices et dans d'autres métiers, on a essentiellement des interlocuteurs. Ça c'est quelque chose qui reste, mais on se rend compte quand même au fur et à mesure des années qu'aujourd'hui, la part des femmes dans l'entrepreneuriat est quand même de plus en plus importante. Ça, c'était une première chose. Et puis alors après, effectivement, pour, on va dire, plus la problématique du créateur d'entreprise, c'est une problématique qui est assez vaste, puisque effectivement, il y a le côté, il faut avoir un projet qui tient la route. Nous, on rencontre souvent des gens qui ont une super idée. Le problème, c'est que où leur idée, elle existe déjà. Je pense qu'à peu près tous les 6 mois, on a un prospect qui veut créer le bon coin. Alors oui, c'est bien. Le problème, c'est que ça existe déjà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis en plus, si vous voulez créer le bon coin avec 10 000 €, il va falloir vous accrocher. Donc ça, c'est une première problématique qu'on a souvent. Il faut un projet qui, quelque part, tienne la route, puisque si on a une idée, si on arrive sur un marché avec 10 ans ou 15 ans de retard, ce n'est pas forcément intéressant. Et puis en même temps, on peut avoir des fois une très bonne idée, mais il n'y a pas le marché en face. Bon, on a des gens qui ont une super idée, sauf que des fois, ce qui est compliqué, c'est qu'ils créent un marché. Et c'est très, très compliqué de créer un marché parce qu'il faut beaucoup de fonds pour arriver à imposer un produit ou un besoin qui n'existe pas. Il faut créer un besoin, on a un produit, on a une idée, il faut arriver à créer le besoin. Ce que Apple a su faire avec l'iPhone il y a 20 ans, mais tout le monde n'est pas Apple, quoi. Donc, arriver à créer un besoin, c'est pas forcément simple. Donc, on peut avoir plusieurs… et puis, à l'inverse, il y a aussi d'autres personnes qui arrivent sur quelque chose qui est complètement bouché. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont complexes et c'est vrai que souvent, c'est une chaîne. On va avoir le comptable, l'expert comptable, on va avoir le cabinet d'avocats conseil, on va avoir les conseillers en développement commercial, on va avoir les conseillers en pilotage d'entreprise, parce qu'après, effectivement, il faut aussi qu'une entreprise soit pilotée de manière viable. Il faut qu'elle ait la capacité de facturer, il faut qu'elle ait la capacité d'encaisser, de vendre, de payer ses charges. Il ne faut pas qu'elle ait trop de charges. Enfin, il y a tout un équilibre à avoir. Et nous, on intervient sur le côté, avoir la capacité à communiquer, à faire connaître, à renvoyer la bonne image, le bon positionnement. Et souvent, toute cette chaîne, elle est un petit peu éclatée parce qu'on a des créateurs d'entreprises qui veulent aller au plus simple, au moins cher, donc faire le maximum de choses eux-mêmes, et du coup, qui se passent un petit peu, on va dire, de toutes les expertises dont ils pourraient bénéficier.
et qui n'arrivent pas du coup à faire développer leur projet parce qu'ils n'ont pas les bons conseils, les bons accompagnements. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce qu'on vient d'entendre avant de se tourner vers la prochaine plénière, dans quelques minutes? On a fait un peu le tour là, de tous les aspects, aussi bien financiers que commerciaux et humains. Donc, j'ai l'impression que c'était effectivement assez complet. Mireille, tu veux donner le mot de la fin sur cette plénière? Effectivement, tout a été dit. Je pense que la qualité des interventions, moi je tiens à remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants pour la qualité de leur intervention. C'est vrai qu'en matière de création, reprise d'entreprise, il est effectivement intéressant de constater que certes, le chemin à parcourir reste long, mais qu'effectivement, de plus en plus de femmes s'emparent de ce sujet parce que très longtemps, effectivement, la part des femmes créatrices ou repreneuses d'entreprise était quand même limitée. Donc, il est intéressant d'avoir le retour notamment de Stéphane Gueff, lui qui est membre et vice-président d'un club. Vous m'entendez toujours ? Oui. Vice-président et membre d'un club d'affaires, je pense qu'il y a là un retour qui est quand même effectivement intéressant à observer. Et aussi, toutes ces structures, que ce soit le cabinet Mazars ou encore toutes ces structures finalement qui accompagnent les créatrices et créateurs d'entreprises, en tout cas, de veiller toujours à l'égalité. J'en profite pour dire que nous, bien sûr, nous avons initié pour tenter justement, l'égalité, elle est toujours à construire en matière de création d'entreprise aussi. Nous avons lancé cette initiative des trophées de la création reprise d'entreprise et tous les ans, nous récompensons une femme et un homme de manière à avoir vraiment une égalité parfaite parmi nos lauréates et lauréats. Et une lauréate repart avec un chèque de la même façon qu'un lauréat repart avec un chèque. Donc, vous qui accompagnez, toutes ces structures qui accompagnent les créatrices et les créateurs d'entreprises, restez bien connectés parce que c'est aujourd'hui qu'on découvrira quels sont les lauréates et lauréats de l'édition 2020. Restez bien connectés. Merci à vous. On va donc peut-être passer à la prochaine plénière en remerciant, comme je le disais, bien sûr, Michel Voignet du cabinet Mazars, partenaire de l'opération, en remerciant aussi, bien sûr, Stéphane Gueff, partenaire également à travers Wasacom. En vous remerciant tous, je ne vais peut-être pas tous vous citer, je recherchais les noms, en vous remerciant en tout cas de cette belle participation. Céline, je te rends le micro. Arrivé au terme de cette vidéo, si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir l'association, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Stop cette folie sur la suprématie de l'homme. Le clivage nous a